C'est un plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de ce soir. Merci de votre fidélité à Eden TV. Voici le sommaire de cette édition. Maître Joseph Diogbenou, ministre de la Justice, également chargé des relations avec les institutions, a été reçu ce mardi par les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au siège de l'institution. Vous en saurez davantage dans ce journal. Que pensent les citoyens béninois de ce vent de destitution des maires qui souffle sur le Bénin? Vous suivrez quelques-uns qui se sont prononcés dans cette édition. 17 personnes au moins ont été tuées lundi à Kinshasa dans des violences et pillages au cours d'une manifestation hostile au président congolais Joseph Kabila. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis quelques jours, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est à New York et c'est dans le cadre de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Et suivons ici Frégis Serrolan pour plus de précisions sur l'agenda du président de la République. Le président Patrice Talon s'est rendu à New York accompagné de 3 de ses ministres du 8 septembre. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères, puis de l'économie et des finances et de celui chargé du plan et du développement. La délégation avec à sa tête Patrice Talon présentera les réformes politiques et de bonne gouvernance en cours au Bénin aux 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président Talon prononcera aussi ce jeudi, au titre du débat général de l'Assemblée générale de l'ONU, une allocution pour plaider pour une action vigoureuse et collective contre la pauvreté et la marginalisation des pays africains, a annoncé un communiqué de la présidence. Le chef de l'État béninois participera également au sommet et réunions de haut niveau programmés par l'Organisation des Nations unies sur des questions relatives aux objectifs du développement durable et sur la situation des États membres. Outre les manifestations organisées en marge des travaux de cette session, Patrice Talon aura des entretiens bilatéraux avec ses pairs. Objectif, trouver les moyens de renforcer les liens historiques d'amitié et de coopération entre le Bénin et les autres pays et institutions. Je vous l'annonçais en titre, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, et ses conseillers se sont entretenus ce mardi avec le ministre de la Justice, chargé également des relations avec les institutions, Maître Joseph Diogbenou, dans la salle de conférence au siège de la HAC à Cotonou. L'objectif de la dite séance de travail est de recueillir les préoccupations qui pourraient entraver le bon fonctionnement des activités de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. À la fin de cette séance de travail, Antoinette Sagbo et Frégis Fiossi ont recueilli les propos du ministre de la Justice. Suivez plutôt. Vous savez qu'en charge des relations avec les institutions, nous avons non seulement le devoir, mais cet accomplissement professionnel au sein du gouvernement qui consiste à recueillir les desiderata de ces différents départements et institutions. C'est ce que nous sommes venus faire. À les saluer aussi, à les encourager, à leur indiquer dans quel état d'esprit le président de la République et l'ensemble du gouvernement se trouvent en ce qui concerne les relations institutionnelles et à faire en sorte de les rassurer de la collaboration, de la disposition parfaite du président de la République et de l'ensemble des membres du gouvernement. Mais vous savez que comme toutes les institutions, il y a des problèmes en ressources humaines, il y a des problèmes en ressources financières, en ressources matérielles, il y a des problèmes, des difficultés organisationnelles, d'autant par ailleurs que nous sommes dans une phase de récession assez accentuée et que, évidemment, en dépit de cela, que le gouvernement doit répondre à l'ensemble de ces préoccupations. Nous allons le faire surtout dans le cadre des réformes en vue. Et nous avons reçu, bien entendu, les préoccupations qui sont celles de la Haute Autorité de l'Audiovisuel que nous allons transmettre au président de la République et sur lesquelles des solutions les plus pertinentes seront trouvées. Signature de motion de destitution, convocation de vote de défiance et destitution de maire, c'est ce à quoi on assiste dans certaines communes depuis quelques jours. Ce vent de destitution qui souffle dans nos communes a emporté ce lundi le maire de Parakou, Karimo Soradiou, après celui d'Alada, Mathias Digla. Qu'est-ce qui explique cette vague de destitution des maires du Bénin et à qui profite ce phénomène? Les réponses dans ce reportage de Loris Freddy Davo et Frégis Fiossi. Motion de destitution, convocation du vote de défiance et destitution du maire, c'est la nouvelle trilogie qui a droit de cité dans certaines communes et municipalités du Bénin.
Et pour appréhender le phénomène, il convient de mieux apprécier les mobiles ou motifs de destitution. On évoque la gestion opaque et solitaire, ou la gestion autocratique et solitaire, donc de la gestion des PDC. Lorsqu'on se rend compte que c'est une raison ou bien une justification technique qui voile la raison fondamentalement politique de l'architecture de la décentralisation et qui déchire, n'est-ce pas, les perceptions que nous avons et qui déchire l'allure de l'évolution, de la recherche, du développement de la plupart de ces communes dans cette perspective de la décentralisation qui a déjà des ennuis. On se pose 3 questions. La première, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la chasse aux sorcières? Avait-il été mal élu? Comment s'est-il passé que cela arrive? Et que cela arrive seulement à ceux-là? Ceux-là qui ont été enlevés. Est-ce qu'ils n'avaient pas été imposés à l'architecture politique qui gouvernait la cité, et, disons, au niveau donc, de la plupart de ces communes? À cette kyrielle d'interrogation, Victor Prudent Tokpanou, maître de conférence en sciences politiques, répond. Il y a 2 appréciations, je vais dire 2 explications. La première matérielle et la seconde substantielle. La première matérielle, ça veut dire simplement que la loi a prévu les procédures de destitution des maires. Donc dès l'instant où la loi l'a prévu, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on les mette en application. Par contre, c'est sur le plan substantiel qu'il y aurait beaucoup à redire. Il y a un nouveau pouvoir central qui a besoin peut-être du contrôle un peu logique, politique des différentes communes du pays. L'autre explication qui est tout aussi plausible, c'est le fait que dans notre pays, et ce n'est plus un secret pour personne, tout le monde considère que l'accès au pouvoir politique, qu'il soit au niveau central, au niveau communal ou même au niveau local, constitue après tout une prétention à la distribution du gâteau. Mais la série de destitutions traduit-elle les aspirations des populations? Dans l'esprit des élites, le peuple lui-même est complice, puisque le peuple lui-même ne les choisit qu'à condition qu'ils aient donné de l'argent. Lorsque nous voyons l'option du président de la République de ne pas aller dans la politisation des démarches de développement et que ces choses arrivent, je voudrais conclure qu'il y a forcément un mauvais départ dans ce nouveau départ pour ce qui concerne la gestion de nos communes. Intrigue politique, calcul des intérêts égoïstes ou trahison du peuple, telles sont entre autres les possibles lectures des destitutions des maires. En attendant la fin ou la poursuite du phénomène, d'Alada à Parakou, le vent de la destitution continue de souffler sur les communes. Il faut dire que suite à la destitution des maires d'Alada et de Parakou, une équipe de notre rédaction a recueilli les avis des citoyens sur ce phénomène. Ils sont au micro de Rassia Djodji et Romaric Devouchi. Ces maires ont été mal élus et c'est le gouvernement qui oriente la politique du pays. Donc, d'abord, il y a des financements qui vont bientôt venir au niveau des mairies. Et le pouvoir central en train de voir que ces maires n'ont pas de compétences pour gérer ces fonds. Alors, c'est une politique où le président a en train de faire tout pour réussir à son mandat. J'ai l'impression qu'avec la décision de ces maires à la tête de ces mairies, les gens vont corriger leur gestion. Ils vont imiter le pas du nouveau départ. Parce qu'aujourd'hui, il faut punir. Et quand il y a ces maires destitués, je pense qu'il faut que ça respecte les règles, c'est-à-dire la loi sur la décentralisation. Il ne faut pas qu'on destitue parce qu'on ne veut pas que telle personne soit à la tête de telle mairie. La destitution, je suis contre parce qu'on lui a confié un mandat. Peut-être, je ne sais pas si c'est 5 ans ou bien c'est 4 ans, je ne sais pas. Mais laissez-le terminer son mandat, même s'il fait mal. Mais force est de constater que oui, j'ai fait la politique du président actuel et lui, il n'avait pas fait, ou bien le torpillage béninois, on torpille l'autre qui n'a pas travaillé avec nous, il n'a pas fait cet été.
on veut le destituer. Ce n'est pas une bonne chose. Il est vrai que la décision des maires est légale, constitutionnellement légale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème qui se pose, c'est que ça devient une vague, une sorte d'épidémie. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Est-ce que les maires, ce qu'on leur reproche, c'est la mauvaise gestion? C'est la première question. Comment ces maires-là aussi ont été élus? Est-ce qu'ils ont été élus dans l'ancien régime avec l'aval de tous les conseillers ou bien les conseillers les ont élus sous pression? Alors, s'ils ont été élus sous pression et que maintenant qu'il y a un nouveau régime, n'étant plus sous la coupole, sous la tutelle de leur régime, ils se sentent libérés, il va de soi qu'ils cherchent à rétablir l'ordre normal des choses. Ça peut se comprendre à ce niveau. En même temps, il peut y avoir des raisons souterrainement politiques que l'on ne peut pas comprendre. Vous savez qu'en politique, tout est possible. Les droits sont parallèles, mais se rejoignent en politique. Donc, c'est l'interrogation qui taraude l'esprit de beaucoup de citoyens. Dans un autre registre, parlons de cette séance de travail ce lundi entre l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, et les partenaires au développement. Objectif visé, faire le point des différentes situations de crise dans plusieurs localités du Bénin et solliciter l'aide des partenaires pour les actions que mène l'agence. Le point avec Horacia Djodi. Le Bénin est touché depuis plusieurs semaines par une série de sinistres observés dans des régions du pays. L'ampleur et la gravité de ces phénomènes suscitent des inquiétudes au sein de la population béninoise. Et face à cette situation, l'Agence nationale pour la protection civile a initié cette réunion avec les partenaires au développement pour solliciter leur aide multiforme afin de faire face aux différents sinistres. Mais avant l'appel à l'aide, la NPC a d'abord présenté les différents tableaux de ces catastrophes naturelles. Nous avons fait le point de Karimama. Nous avons constaté qu'il y a plus déjà de 9000 ménages qui sont touchés par les eaux. Nous avons fait également le point au niveau de Malambine. Nous avons vu déjà qu'il y a plus de 1000 enfants de 0 à 5 ans également qui sont touchés effectivement par cette situation. Nous avons également fait le point de Avamé à Tori, où il y a eu 90 blessés graves et déjà 17 morts. Donc nous avons également fait le point au niveau de Atiémé, où probablement il y aura lâchage d'eau. Il faut signaler que les eaux sont déjà à 7 mètres de hauteur à cette commune-là et viendront s'ajouter certainement les eaux du barrage Nagbeto. Également l'épidémie qui sévit actuellement au Bénin, c'est-à-dire l'épidémie de choléra. Et déjà à Cotonou, nous avons déjà plus de 290 cas. Au regard de ces constats, la NPC et ses partenaires ont convenu de mener des actions concertées pour résorber les problèmes liés aux sinistres que connaît le Bénin. En fait, à l'issue de ces réunions, ce qui a été retenu rapidement, c'est que nous repartions encore sur le terrain pour encore des statistiques plus approfondies et plus fiables. Vous voyez, parce qu'il y a des normes qui encadrent tout cela. Les partenaires auraient voulu qu'on reparte encore sur le terrain. Concrètement, ce que nous voulons, c'est que chaque partenaire marque son engagement à faire quelque chose, soit fournir la ressource humaine de qualité, soit fournir le matériel, soit fournir les ressources financières, et nous allons nous mettre ensemble pour le faire. Reconnus pour leurs nombreuses actions humanitaires, les structures présentes à cette rencontre s'engagent déjà à œuvrer pour l'épanouissement de ces populations. Avec l'expertise que Caritas a, nous avons déjà été associés par le maire d'Atiémé qui nous avait donc demandé de venir l'aider et de l'aider à peaufiner son plan d'action communal, ce que nous avons fait. Et nous l'avons dit, nous l'avons aussi souligné que les aquatables, nous allons donc essayer de fournir des aquatables pour justement que la population puisse avoir de l'eau potable. De cette réunion entre l'ANPC et les partenaires au développement, il faudra retenir qu'une synergie d'action est indispensable pour venir en aide aux populations des communes touchées par les catastrophes naturelles. Hors du Bénin, 17 personnes au moins ont été tuées lundi à Kinshasa dans des violences et villages avant une manifestation hostile au président congolais Joseph Kabila que les autorités ont finalement décidé d'interdire.
Un rassemblement des principaux partis d'opposition avait appelé à manifester lundi dans tout le Congo pour signifier au président Joseph Kabila son préavis 3 mois avant l'expiration de son mandat le 20 décembre et exiger la convocation de la présidentielle censée avoir lieu avant cette date. Cette manifestation a tourné au drame. Suite aux événements douloureux qui ont endeuillé la ville de Kinshasa parce qu'il y a eu perte de vies humaines, 17 morts, dont 3 policiers et 1 brûlé vif et 14 civils parmi les pillards, 2 blessés par balle, 2. Une école primaire et secondaire, Madame de Sévigné, brûlée et saccagée au quartier de Bandalungwa. Il s'agit des pires violences enregistrées à Kinshasa depuis les émeutes anti-pouvoir de janvier 2015, au cours desquelles plusieurs dizaines de personnes avaient été tuées. Oui, le professeur Azuli Banga, il y a le sentinelle, le père est hospitalisé. Il est là, le préfet il a sauté le mur, le moment est blessé. Très véhément, des groupes de quelques dizaines à plusieurs centaines de jeunes ont affronté les forces de l'ordre en lançant en français « Kabila dégage » ou « Kabila doit partir ». Le gouvernement ne fléchira pas devant les intimidations des maîtres chanteurs qui redoutent les issues électorales qui pointent à l'horizon. Ceux qui ont été à la base de ces actes criminels doivent savoir qu'ils n'échapperont pas à la rigueur de la loi sans omettre les suites civiles des biens qu'ils ont endommagés. Je vous remercie. Habitué aux violences à caractère politique, Kinshasa avait pris des airs de ville morte ce lundi. Dans plusieurs quartiers, les écoles étaient désertes, les parents préférant garder les élèves à la maison. De nombreuses boutiques étaient fermées, la circulation était presque inexistante. Une atmosphère semblable régnait à Lubumbashi, la deuxième ville du pays dans le sud-est, où de nombreux soldats et policiers étaient déployés et où toute manifestation avait été interdite. De New York, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Marc Ayrault a jugé très dangereuse et extrêmement préoccupante la situation en République démocratique du Congo. Un raid aérien a touché un convoi et tué 12 humanitaires du Croissant-Rouge et conducteurs de camions qui devaient acheminer de l'aide dans la province d'Alep quelques heures après que l'armée syrienne a déclaré la fin de la trêve. 12 humanitaires du Croissant-Rouge sont morts ce lundi dans un camion à la suite d'un raid aérien survenu en Syrie. Ces employés se rendaient dans la province d'Alep pour porter de l'aide à 118 000 personnes en situation difficile. Cette frappe aérienne intervient après la fin du cessez-le-feu en vigueur depuis une semaine en Syrie. Le responsable des opérations humanitaires de l'ONU, Stéphane O'Brien, qualifie cette attaque de crime de guerre si les terroristes ont délibérément visé ces humanitaires. Dans un bilan dressé par l'ONU, le raid a endommagé 18 camions chargés d'aide humanitaire et provoque la mort d'au moins 36 civils à Alep. Face à la gravité de la situation, le groupe international de soutien à la Syrie qui rassemble depuis novembre 2015 une vingtaine de pays et d'organisations internationales dont les États-Unis, la Russie, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Iran s'est réuni ce mardi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU pour évaluer l'état de l'accord conclu entre les États-Unis et la Russie il y a une semaine. Le président iranien Hassan Rouhani a rencontré lundi à Cuba le président Raúl Castro et son frère Fidel, père de la révolution cubaine, lors d'une visite placée sous le signe de l'entente La Havane-Téhéran. Un communiqué officiel lu sur l'antenne de la télévision d'État cubaine a qualifié l'échange de fraternel et indiqué que M. Rouhani avait manifesté son admiration pour la lutte, les accomplissements et l'aide désintéressée apportée par Cuba à d'autres peuples ces dernières décennies. Des volets de bois blancs, un vélo d'enfant posé dans l'herbe près du chat endormi, étonnamment paisible au cœur d'une scène Saint-Denis connue pour cette difficulté sociale, le tout premier HLM construit en France au XIXe siècle pour loger les ouvriers des usines rouvre ses portes après une rénovation d'ampleur. Reportage. Chaque jour, le même rituel. À son retour du travail, Yvan allume son ventilateur et se désaltère. Veilleur de nuit, il a beaucoup de mal à dormir 2 jours dans sa petite chambre installée sous les combles d'un immeuble parisien. Voilà,
C'est l'endroit où je regarde la télé, où je mange, où je fais tout. Hein. S'il y a un invité, on s'assoit tous les deux dans le lit, ou des fois là, mais voilà, le lit, c'est la pièce principale d'ici. Surface totale 6,83 m² pour un loyer mensuel de 370 €. Mais sans bail, car la propriétaire sait bien qu'il est interdit de louer moins de 9 m². Yvan y habite pourtant depuis près de 10 ans. Malgré ses 2 emplois en CDI, il dit ne pas arriver à trouver autre chose. Je gagne le SMIC en fait aussi. Ça aussi, ça ne m'aide pas. Je n'ai pas de garant, je n'ai pas de famille en France, donc voilà. Ce n'est pas vraiment un choix d'être ici. Victoire aussi n'a pas choisi son logement. À 67 ans, elle gravit plusieurs fois par jour les 6 étages de son escalier de service. Et tout ça pour se retrouver dans sa chambre de 7 m² et demi. Là, j'ai une petite cabine de douche qui est à ma portée. Voilà. Et là, je fais cuire le petit déjeuner. Venue de Madagascar en 2011 pour faire le ménage chez une famille locataire dans l'immeuble, elle a bénéficié de ce local de fonction. Mais il y a 2 ans, la famille a déménagé et la propriétaire cherche depuis à l'expulser. Victoire, qui craint de se retrouver à la rue, s'y accroche même si elle passe le plus clair de son temps dehors. Je ne vis presque pas ici. C'est comme une gîte étape, c'est tout. Prochaine étape pour Victoire, comme d'ailleurs pour Yvan, ce serait que leur logement soit reconnu comme impropre à l'habitation. Un arrêté qui contraindrait les propriétaires ou à défaut l'État à les reloger dans un logement décent. L'État prend environ une 50aine d'arrêtés d'insalubrité sur ce type de logement. Sur 7000 chambres, je vous laisse imaginer, sachant que dans la 50aine d'arrêtés, vous avez aussi les caves, les combles, ce genre de choses. Donc on a un certain nombre de chambres qui font entre 6 et 9 m² pour lesquelles l'État ne prend pas d'arrêté. Car depuis une décision du Conseil d'État en 2013, une superficie de 7 à 9 m² ne suffit plus à déclarer systématiquement insalubre un tel logement. Il faut d'autres critères comme notamment l'absence d'ouverture vers l'extérieur. Yvan comme Victoire n'ont pas encore gagné leur combat. Vous venez de suivre un élément sur les conditions de vie de certains Parisiens en France. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition réalisée par Moïse Patimvo. Merci de nous avoir suivis. Ne ratez surtout pas votre émission de demain, Matin d'Éden, 7 h sur votre télévision. Bonsoir.